Alors là, c'est le bordel dans la vie politique française. Après une défaite cinglante aux européennes, Macron il a annoncé en direct la dissolution de l'Assemblée nationale, une première depuis 27 ans. Alors aujourd'hui, dans Actu Réfractaire, on va analyser cette soirée, faire le point sur les différentes annonces des partis politiques et voir quelles conclusions on peut en tirer. Donc si vous voulez comprendre le bordel qui se passe, vous êtes au bon endroit. Bon, dimanche c'était les élections européennes, on vous affiche les résultats si ça vous intéresse, c'était ceux qui étaient prévus globalement par les sondages, on va pas se mentir. Sauf que personne n'en parle de ces élections européennes parce que Macron il a carjacké l'auto. On va donc quand même préciser que dans ces élections européennes, Rima Hassan, la candidate LFI, a été élue députée européenne et on l'a pas tant vu que ça être commenté, sauf que c'est important vu le contexte de ce qui se passe à Gaza. Ensuite, Le Monde a publié une carte où on se rend compte que l'immense majorité des communes de France ont mis Bardella à la tête de ces élections européennes. Et ils ont choisi la couleur brune, ce qui est pas mal. Je pense que c'est un hommage aux épisodes fâcheux de Bardella dans certains amphithéâtres, on vous dit pas plus. Et si on regarde dans le détail, il y a clairement un clivage entre les grands centres urbains et le reste de la France. Même s'il y a des villes où le clivage est moins marqué, comme à Marseille, où le Rassemblement national a fait un score honnête comparé à ce qu'il fait d'habitude. Et quand on regarde aussi les sondages par rapport à qui vote quoi, on se rend compte que les plus de 60 ans votent beaucoup pour les macronistes, mais qu'il y a aussi pas mal de jeunes aujourd'hui qui ont voté pour Bardella. Et donc après ces élections et la défaite du camp macroniste, il y a eu la dissolution de l'Assemblée nationale. Mais c'est quoi une dissolution? Ok, les grandes règles de la politique en France, elles sont définies par un texte qui s'appelle la Constitution. Dans ce texte-là, il y a l'article 12 qui dit que le président de la République peut dissoudre l'Assemblée nationale. Ça veut dire qu'il redéclenche de nouvelles élections législatives, ce sont celles qui ont lieu juste après les présidentielles de 2022 par exemple, et qui désigne les députés de l'Assemblée nationale. C'est donc ce qu'a fait Emmanuel Macron hier, et donc ces nouvelles élections auront lieu le 30 juin pour le premier tour et le 7 juillet pour le second tour. Et c'est très différent des élections européennes qu'on vient de voir, puisque ce ne sont pas des listes qui se présentent, mais bien des candidats par circonscription qui représentent un parti politique. Tu as un premier tour où tous les candidats s'affrontent, et après tous ceux qui font plus de 12,5% des inscrits arrivent au second tour, ce qui fait que des fois tu as 2 candidats et des fois tu en as 3. Et ensuite, celui qui est devant au second tour devient député et représente la circonscription à l'Assemblée nationale. Ces élections législatives, elles vont donc décider de la composition de l'Assemblée nationale pour juillet quoi. L'Assemblée nationale, elle a le pouvoir de proposer des lois avec le gouvernement et c'est elle qui les vote avec le Sénat. Et l'Assemblée nationale, elle peut faire des motions de censure pour dégager un gouvernement. Ce qui fait que le gouvernement en place doit avoir l'aval de l'Assemblée, ce qui fait que s'il y a un parti qui est majoritaire à l'Assemblée nationale, elle peut imposer son Premier ministre et ses ministres. Donc l'élection législative va déterminer qui va être Premier ministre et au gouvernement en France. Et donc ça fait partie de l'élection la plus importante avec les présidentielles puisqu'elle décide de l'Assemblée et du gouvernement. Et c'est pas arrivé souvent en 5e République d'avoir cet événement-là, cette dissolution, c'est la 6e fois seulement que ça arrive, et la dernière fois c'était en 97. Donc avec cette histoire, on se retrouve à devoir revoter donc dans 3 semaines pour le premier tour et 4 semaines pour le second tour, pour les élections législatives, pour définir notre Assemblée nationale et notre gouvernement. Donc la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que Emmanuel Macron a annoncé cette dissolution? Pour comprendre ça, il faut rentrer un petit peu dans les logiques politiciennes. Bon déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que Macron, il n'a pas de majorité au Parlement. Il est obligé donc de passer avec certaines alliances, souvent avec les Républicains et le Rassemblement national. Aujourd'hui, avec la grande défaite, il perd encore le peu de légitimité qu'il avait à gouverner, et donc il a besoin d'une nouvelle élection pour éviter les futures fortes contestations. Et donc, il tente le pari de la dissolution, qui risque de renforcer le Rassemblement national. Mais s'il le fait, c'est surtout parce que il donne un vrai défi aux partis de gauche, et que c'est pas impossible que Macron en sorte gagnant. Les partis de gauche, on rappelle, ils avaient fait un bon résultat en 2022 aux législatives, là, sauf que les européennes, ça a acté leur division. Maintenant, ils se retrouvent avec 3 semaines pour faire une alliance dans les pires conditions, ce qui peut favoriser évidemment Macron, qui va se retrouver dans de nombreux cas avec des seconds tours Rassemblement national dans de très nombreuses circonscriptions. Et du coup, il compte sur l'effet barrage et l'absence pour le moment d'alliance de la gauche pour remporter ces élections et gagner plus de députés. Et 3 semaines, il faut garder en tête que c'est très court. Il y aura peu de meetings, peu de débats, peu de tractages, peu de porte-à-porte. Donc ceux qui sont avantagés, ce sont les partis qui sont soutenus par de grands médias qui peuvent rabâcher encore et encore les mêmes argumentaires sans avoir besoin de rien organiser. On a donc un bloc macroniste soutenu par exemple par TF1, par Le Parisien, par Bernard Arnault, les milliardaires, machin, une bonne partie du service public aussi, et à la Rassemblement national soutenu par Bolloré avec CNews, C8 et Europe 1. Donc Macron, ce qu'il espère, c'est que cette dissolution le mette en avant dans un duel face au Rassemblement national et qu'il remporte ce duel-là. Les macronistes lancent en même temps des perches pour certains députés, les Républicains et PS, en leur proposant de s'allier avec eux dans certaines circonscriptions afin de
renforcer leur majorité. Et ça peut plaire notamment à certains gars du PS en se disant que vu qu'il y a peut-être pas d'alliance qui vont se faire à gauche, ils vont pas être réélus sauf s'ils tournent macronistes et du coup ils vont tourner macronistes, mais évidemment c'est juste pour lutter contre le Rassemblement National, hein, c'est pas de l'opportunisme. Hein. Autre point, l'abstention peut être plus élevée qu'en 2022 hein, puisque c'est l'été et ça favorise en général le Rassemblement National et les macronistes qui ont un électorat qui est un peu plus âgé et qui se mobilise plus facilement. Mais en vrai avec l'inflation on est quand même beaucoup à ne pas pouvoir partir en vacances, ce qui fait qu'on sera présent cet été pour voter si on en sent l'utilité évidemment. Hein. En passant, vous avez que 10 jours pour vous inscrire là sur les listes si c'est pas fait, et c'est très facile à faire sur internet, hein. Sauf si vous avez déménagé par exemple ou si vous êtes fait radier aussi, voilà, ça arrive, sans raison, ils radient les gens. Et qu'est-ce que ça va changer cette dissolution d'un point de vue du Rassemblement National? Eux, ils sont clairs dans leur truc, ils sont prêts au pouvoir, ils ont remporté une grande victoire électorale. Alors, on rappelle, dans plus de 90% des communes françaises, Bardella a fini en tête de ces élections. Il faut se rappeler qu'en 2022, ils avaient déjà eu 88 députés, et donc bon, il est quand même très probable qu'avec leur dynamique, aujourd'hui, ils en obtiennent encore plus. Surtout si à côté, on le verra après, il n'y a pas d'alliance dans les partis de gauche. Mais il faut aussi rappeler que la majorité absolue à l'Assemblée nationale, elle est de 289, et que le Rassemblement national, ils vont difficilement faire des alliances avec d'autres partis. Et donc passer de 89 à 289, donc gagner 200 députés, et ben c'est quand même pas une tâche aisée pour le Rassemblement national. Surtout qu'en phase 2, il y a quand même l'effet barrage qui reste souvent là et que les candidats à Rassemblement National, en général, ils sont assez médiocres politiquement. Donc il y en a beaucoup qui présagent Bardella qui arrive à Matignon. C'est très très loin d'être encore fait. Après, si le Rassemblement National obtient la majorité à l'Assemblée et met Bardella à Matignon, au Premier ministre, ça veut dire, c'est pas forcément un cadeau pour eux non plus, parce qu'en fait, les électeurs du Rassemblement National, ils ont été bercés dans le fait que le RN, ils allaient changer quelque chose. Sauf qu'en réalité, le programme maintenant du Rassemblement National est très très proche d'Emmanuel Macron. Surtout que Emmanuel Macron va rester président et que celui-ci aura énormément de pouvoir pour contraindre la politique de Bardella. Ce qui fait que Bardella, il aura pas beaucoup de marge de main-d'œuvre pour véritablement pouvoir se distinguer de la politique de Macron, pour véritablement se montrer comme une alternative, comme une alternance, et donc satisfaire les électeurs du Rassemblement National qui voulaient que quelque chose change. Et donc imagine bien que la campagne présidentielle du Rassemblement National, si c'est en mode oui bon vous avez Bardella, il est au pouvoir, il a rien fait, alors Marine Le Pen ça va rien changer, ça va pas les arranger non plus. Hein. Eux ce qu'il faudra faire c'est il faut qu'ils gagnent les élections législatives et pas qu'ils obtiennent la majorité, qu'ils continuent à être dans l'opposition jusqu'en 2027 lorsqu'ils remporteront l'élection présidentielle et l'élection législative. Bref, Bardella à Matignon, ça peut aussi cramer le Rassemblement National et mieux positionner les macronistes pour les présidentielles de 2027. Et donc maintenant, on va parler de l'alliance des partis de gauche. En 2022, Mélenchon réalise un score historique et positionne la France insoumise en tête largement des partis de gauche. Il impose alors une alliance appelée NUP avec leur programme, le programme de la France insoumise, qui rassemble les autres partis de gauche qui ont suivi, les Verts, le PS et le PCF. Et l'alliance fonctionne puisque c'est la première composition politique au premier tour des élections législatives et ils obtiennent 151 députés seulement sur 577, notamment puisque tu as des macronistes qui ont refusé à appeler à voter NUPES ou à se désister face au Rassemblement National. Sauf que le problème, c'est qu'une fois élu sur ce programme de rupture des insoumis, machin, tu as tous les Verts, le PCF et le PS qui ont profité des conflits en Ukraine et de la Palestine, machin, pour casser la NUP, pour diviser la NUP et à un moment donné, quitter cette alliance politique qui est aujourd'hui morte. Parce qu'ils avaient surtout besoin de cette alliance pour se faire élire en tant que député et qu'ils avaient besoin d'exister médiatiquement en se dissociant de la FI, donc ils ont quitté la NUPES après. Ce qui fait que c'est deux fois des opportunistes. Voilà, on aime bien ces gens-là. Et donc aujourd'hui que la division est vraiment actée avec les européennes où chacun est parti de son coin, maintenant il faut repenser une nouvelle alliance de la gauche pour 2024. Et là, pour le moment, et je dis bien pour le moment, tous les partis appellent à l'union, mais tout le monde pose ses conditions. Les Verts veulent pas du député Quatennens, l'insoumis qui a été condamné il y a 1 an pour violence conjugale. Le PS ne veut pas de Mélenchon et la France insoumise, eux, veulent une alliance qui a un programme fort, celui de la NUP, disant que si on refait de la tambouille avec les mêmes traîtres qui ont trahi l'alliance, ça va pas donner confiance aux électeurs ni pour les législatives et encore moins pour les présidentielles de 2027. En réalité, chacun montre aux autres qu'ils sont capables de partir seuls pour pouvoir négocier ensuite des places favorables pour une éventuelle alliance. Parce qu'au final, il faut bien penser que ceux qui vont négocier
Les alliances, ce sont aussi les députés qui ont besoin, eux, de cette alliance-là pour pouvoir rester députés et conserver leur salaire et leur statut. Donc, ils vont faire de la tambouille et se partager les circonscriptions pour être sûr qu'au moins eux peuvent être élus. C'est pour ça que tout le monde a intérêt quand même à cette alliance. Et donc, on sait à peu près où va aller EELV, le PCF et le PS puisqu'ils sont assez opportunistes. Donc, ils vont suivre le chemin qui leur garantit d'avoir un maximum de députés. La question étant plus sur la France insoumise. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont partir seuls parce qu'ils refusent la tambouille et tous ces trucs-là avec les partis qui ont trahi? Ou est-ce qu'ils vont quand même imposer une sorte d'alliance avec la gauche, avec quelques compromis avec les PS, les Verts et compagnie? Sachant qu'il faut pas oublier que la France insoumise, ils ont beaucoup de cadres qui savent faire campagne, tu vois, notamment Mélenchon. Ce qui fait que eux, ils vont pouvoir véritablement donner une grosse dynamique, contrairement aux PS et aux Verts qui vont juste aller sur les plateaux télé et raconter les mêmes trucs, tu vois. Donc LFI, c'est le plus gros parti si on parle au niveau des présidentielles et c'est aussi le plus gros parti qui est capable de mobiliser les gens. Du coup, ils ont une position un peu différente dans cette alliance des partis de gauche. Le risque étant que si LFI force trop sur leurs revendications, le PCF, les Verts et le PS peuvent faire une alliance tous les trois. On se retrouvera alors avec 2 candidats de gauche dans chaque circonscription, ce qui serait une catastrophe, notamment pour les insoumis, qui passeront pour ceux qui empêchent l'union alors que le Rassemblement national est aux portes du pouvoir. Et donc ce scénario va pousser les insoumis quand même à accepter une alliance, même s'ils refusent les tambouilles. Et vous voyez que là, il y a des curseurs un petit peu partout et les positions de ces curseurs-là vont être déterminées dans les jours à venir dans les négociations entre les partis. D'ailleurs, tu as aussi l'intersyndicale qui est réunie ce soir et qui vont peut-être se mobiliser, peut-être, éventuellement, pour lancer des grèves ou des manifestations pour soutenir cette alliance de gauche qui pourrait avoir lieu. Et évidemment, sur Actu Réfractaire, on en parlera de toutes ces évolutions, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et hier soir, tu as eu aussi une partie de la jeunesse qui est sortie dans la rue spontanément, comme à Strasbourg, à Caen, mais surtout à Paris, où plusieurs milliers de personnes se sont réunies à la place de la République pour l'union des partis de gauche. Et ce soir, il y a des appels à Nantes, à Marseille, à Bordeaux et sûrement dans plein d'autres coins. Bref, beaucoup de choses vont se jouer dans les prochains jours. On espère en tout cas qu'avec ça, vous avez un peu les bases pour comprendre ce qui se dit à la télé et à la radio et pour analyser les enjeux de ces élections. Et si ça vous plaît, donc abonnez-vous parce qu'on va couvrir tout ça dans les prochains jours, donc c'est important de suivre ça. Et surtout, si vous avez un peu de sous, voilà, encore, vous pouvez soutenir notre indépendance, tous les liens sont en description. Cette analyse a été écrite ce matin avec toute la salle de rédaction d'Actu Réfractaire, j'espère que ça vous a plu. Ça a été monté par notre monteur décolonial. On se retrouve donc demain à 18 h pour votre prochaine Actu Réfractaire.